vous allez trouver des documents qui concernent la construction dans le Code du travail, par exemple. Et nous avions aujourd'hui prévu justement un intervenant, qui c'est Habib Bdoui, qui devait parler de la cohérence, la mise en cohérence de tous ces textes, et cette référence à ces textes-là, malheureusement, on peut trouver le... C'est une chose essentielle dans le code des marchés, l'architecte n'est pas un membre de la commission de choix des entreprises. Déjà ça, on ne va pas se prononcer par la suite. Si, tu peux. Absolument. Absolument. S'il y a mise en danger, s'il y a risque, vous pouvez refuser. Vous pouvez fermer un chantier. Vous pouvez écrire au procureur et arrêter un chantier. Et croyez-moi, il y a eu des problèmes et des architectes ont sauvé leur peau parce qu'ils avaient écrit, ils avaient demandé un arrêt de chantier. Alors, le laboratoire, là aussi, il y a à boire et à manger. Il y a des laboratoires très sérieux. Malheureusement, il y a aussi des laboratoires qui... thermiques. Ces matériaux doivent répondre ou offrir aux exploitants le confort nécessaire en termes acoustiques et en termes thermiques. Et également, la partie thermique, on cherche à ce qu'on a des matériaux économiquement utilisables vis-à-vis de l'énergie. Il faut que les matériaux également soient stables vis-à-vis du feu. Ça veut dire on doit choisir des matériaux et concevoir une construction qui nous donne un certain temps pour agir. C'est-à-dire que les exploitants peuvent quitter la construction si un feu se déclare. Il faut que ces matériaux ne permettent pas la diffusion, par exemple, de la fumée et des feux aux parties de construction avoisinantes. Il faut également que ne se déplace pas aux constructions qui se trouvent à côté. Il y a également le problème d'étanchéité. Donc il faut avoir des matériaux qui satisfassent cette partie d'étanchéité. Parce que prenons le cas par exemple d'une dalle, correctement dimensionnée, chimiquement stable, physiquement bien contrôlée. Et s'il y a un problème d'étanchéité, on ne peut pas éviter le problème de la corrosion. Et s'il y a corrosion, il y a... Également, si vous prenez la loi 1290, dans son article 59, il parle des règlements généraux de la construction. Mais quelles sont ces normes de règles, quelles sont ces règles de construction générale? Au niveau national, on n'a qu'un seul. C'est le RPS 2000. Est-ce que vous savez que nous, les ingénieurs, chacun, au niveau du Maroc, il n'y a pas un règlement de calcul unifié au Maroc. Celui qui a l'ingénieur des années 60, il va dimensionner avec le règlement CCBA 68. L'ingénieur titulaire d'un diplôme à partir des années 80, il va utiliser le BER. Celui qui a étudié en Allemagne, il va utiliser le règlement allemand. D'où, pour cerner ça au moins, et qu'on a un règlement propre national. Et on a proposé d'établir les règlements généraux de la construction. Il y a l'Eurocode aussi. Et il est européen. Non, mais ça, soit l'un, soit l'autre, BAL ou bien l'Eurocode, pour l'instant. Exact. Parce qu'on continue à... Là, vous avez parfaitement raison, parce que le passage du règlement CCBA 68 au BEL, il a pris 10 à 15 ans dans ce domaine. Et avant de terminer, je voudrais terminer par des chiffres. Tout à l'heure, après les déjeuners, j'ai pris un café avec mon collègue Abou Nasser, ici présent, et c'est un spécialiste en électricité, et on s'est amusé à faire un certain nombre de calculs. On s'est dit qu'au niveau national, on consomme annuellement
15 millions de tonnes de ciment. 15 millions de tonnes de ciment. Si on veut remonter à ce qu'il consomme en termes de gravats, et en termes de sable, et en termes d'eau, je vais vous annoncer les chiffres. Pour les gravettes, c'est l'équivalent de 65 millions de tonnes de gravettes. Le sable, c'est 32 millions de tonnes de sable. Et l'eau, c'est 8 millions de litres par an. C'est des chiffres. Bon, il y a les millions, mais je vais les faire parler. 8 millions de litres, si on suppose que chacun de nous consomme 2 litres par jour, ça veut dire que c'est ce que consomment 4 millions de personnes par jour. C'est ce qu'on consomme dans, ce qu'on consomme dans les 15 millions de tonnes de ciment. Et si je prends les 15 millions de ciment, je les empile. Les 15 millions représentent 50 000 Twin Center tours. Les Twin Center, c'est l'équivalent de 50 000 Twin Center. Rien que ces chiffres, messieurs, mesdames, mesdemoiselles, y compris moi aussi, on a intérêt à prendre ce denrée naturel dont on dispose avec le soin qu'il mérite. Et merci. Merci, Selouiti, pour votre exposé. Vous avez parlé tout à l'heure des rêves et des cauchemars. J'espère qu'on n'a pas inquiété certains confrères. Je vous dis ça parce que j'ai croisé un de mes confrères et il me dit, vous nous faites encore un truc sur la responsabilité. La dernière fois, vous nous avez fait peur. Comme dire, on essaie juste d'informer et que l'architecte puisse faire sa mission convenablement. En tous les cas, la suite de ça, donc je pense. Je peux avoir une minute? Oui, allez-y. Je tiens à faire un témoignage. Je dois beaucoup à mon ancien patron. Et ce que j'aimerais, je suis diplômé d'une grande école. Mais ce que j'ai appris avec lui dépasse de loin ce que j'ai appris à l'école. Et cette personne, c'est Feu Acharhan. Et je tiens à lui rendre cette personne. Alors, la prochaine intervention, M. Dahmani, je remercie Mme Abdelkader Dahmani. Je fais une confidence parce qu'il m'a dit dans les couloirs, c'est la première fois que l'Ordre des architectes nous interpelle la fédération. Donc l'Ordre des architectes est déjà trop tard pour bien faire. Et Dieu sait, c'est Dahmani, que les architectes se posent beaucoup de questions concernant les assurances, que ce soit la responsabilité civile, la touriste chantier, la décennale. Je pense qu'il y a beaucoup de questionnements et je pense que les architectes ne sont pas assez informés par rapport à ce sujet-là. Donc, on m'a pas dit que je vous laisse la parole. Sortie d'une loi. Et c'est la loi qui va dire qu'on quoi non seulement la SCOR, le national, les professionnels se mettent d'accord pour qu'on agrée le contrôle. C'est à ce moment-là, ça sera dans la loi. Ça sera dans la loi. Et c'est beaucoup plus simple qu'on dira. Au-delà des limites qu'on donne les gens peuvent donner un agrément spécifique. Quand on demande un agrément spécifique, réunir la commission, cette commission elle va statuer, on le donne. On le donne, on ne le donne pas. Dans la 1913, il ne parle pas de maître d'ouvrage, je ne connais pas ce que c'est. Il ne parle pas de sous-traitant. La notion d'ouvrage n'est pas définie. Puis la réception, on ne connaît pas ce que c'est. Achèvement, réception. Nom décennal, réception provisoire, la garantie décennale commence. Donc CCLG, CCAT, c'est la réception définitive. 1913, on parle de réception, achèvement. Puis après le délai de déclaration, etc. Ça, c'est le critique du 769. Pardon, il y a une critique de taille, c'est que l'article 769 parle de garantie décennale sans obligation d'avoir une assurance décennale. Oui. La garantie n'est pas l'assurance. Il n'est pas obligatoire. Non, il est obligatoire uniquement selon l'article 24 du CCAGT qui rend obligatoire pour toutes les entreprises qui se missionnent dans le marché
d'État et public. D'accord, oui. C'est pas Juste, une- excuse-moi pour une petite histoire. J'étais à l'époque dans une autre compagnie d'assurance. J'ai reçu quelqu'un une demande de tenue chantier. Et c'est écrit transport de pain. Le pain. Ingénieur que je suis, con. Comme on dit, le pain, je croyais que c'était brique. Quand je suis revenu, c'était. Ils ont pris l'article 24, ils l'ont mis dans un marché, distribution du pain pour un interne. Copier-coller. Moi j'ai vu le pain, oui, le pain, pour l'assurer, il n'y a pas de problème. Parce qu'on va construire avec. Mais c'était le pain, c'est pas comme manger. Bon, dans la décennale, ce qui est couvert et qui est origine, élément porteur, écroulement au risque, aux menaces évidentes d'écroulement. Pour les entreprises que vous connaissez, ou les maîtres d'ouvrage, ils ont intérêt que dans leur demande, c'est vrai qu'ils font que le génie civil pour couvrir la décennale, ils ont intérêt à couvrir la totalité. Parce que s'il y a écroulement, si le contrat, il n'y a que le génie civil, vous donnera que le génie civil. Alors que quand il y a écroulement, le bâtiment s'écroule avec ce qu'il y a hors équipement. L'étanchéité n'est pas comprise dans la décennale. Ça, il n'est pas dans l'état actuel des choses, il n'est pas compris, c'est une extension de garantie à la décennale. Et ça ne se garantit pas tout seul. Il faut avoir une garantie décennale, puis demander l'étanchéité. Et l'étanchéité, les assureurs, on demandera le RD3, RD3 bis. Donc il y a une année de délai de carence. Et à partir des conclusions de ce rapport-là, qu'on vous donnera l'étanchéité pendant un an. Dans le texte de loi, il y a des choses qui restent, ça sera inclus, mais à condition, là encore on parle de normes, il faut qu'on légifère et on normalise en matière d'étanchéité. Sinon c'est la pagaille. Et le P2E peut confirmer. Les extensions, à l'état actuel des choses, donc c'est une extension de garantie. Puis dans le cas de cette extension aussi, on aura la responsabilité civile. Si l'immeuble s'écroule, tombe sur une voiture ou sur des gens, on le couvre. Oui, l'immeuble voisin. Mais cette garantie en général, il est limité dans le cadre de la décennale, parce que ce n'est pas l'objectif. Même si dans le texte de loi, vous allez trouver que le législateur, tel qu'on a discuté longuement, vis-à-vis des parlementaires ou du secrétaire général du gouvernement, l'aspect tiers, c'est important pour faire passer le droit. Le décennal commence à partir de quand? Réception provisoire. Provisoire, parce que tout ce qu'il y a déjà, c'est réception Définitive. Et cette année, les 12 mois, le bâtiment qui s'écroule, qu'est-ce qu'on fait? S'il y a un problème, il n'est pas assuré. Pas de garantie. À partir du moment qu'on vous donne le contrat. Vous êtes couvert à partir du moment. Vous mettez 6 mois pour payer le bureau de contrôle. Pour être clair, 6 mois. C'est à ce moment-là que le bureau de contrôle il a mis ses rapports. Le RD0 et le reste. Parce que vous l'avez payé, il ne vous donnera pas le rapport. Donc nous, on va vous couvrir à partir du moment où on a reçu les rapports de bureau de contrôle et on vous dit, oui, on vous garantit, on vous donne la prix. C'est à partir de ce moment-là qu'on vous garantit pendant, une fois de compte, le reliquat. Si le bâtiment s'écroule entre-temps, c'est quand même le bureau de contrôle qui est responsable. Non, pourquoi il est responsable? Il n'est pas responsable. Non. C'est l'entreprise qui est responsable. Non, c'est l'entreprise. Non, le bureau de contrôle dans la décennale ne fait pas partie des assurés. Pour la simple raison, on se base sur ces rapports pour dire décennale ou pas décennale. Il n'est pas assuré. Mais tout le monde est assuré dans le décennal, y compris l'architecte, bien sûr. Sauf le bureau de contrôle. Donc ça, dès qu'on... Il n'y a pas de bureau de contrôle. Il n'y a pas de décennal. Il n'y a pas d'assurance. Non, juste. Je crois qu'on termine. Juste par rapport ne pas avoir. À l'état actuel des choses, c'est vrai, il a parlé du bureau de contrôle. Il y a des bureaux de contrôle qui sont gris et une liste. Donc ces gens-là qui doivent normalement contrôler tous les projets, qu'ils soient publics ou le reste, vis-à-vis des compagnies d'assurance. On se met d'accord. S'ils veulent avoir notre bureau de contrôle, mais ils ne demandent pas le décennal. Même dans le futur loi, il faut qu'il y ait une liste, il faut qu'il y ait des gens agréés officiellement et que tout le monde connaisse. Et c'est ces gens-là c'est à partir des rapports émis par ces bureaux qu'on va faire ou pas faire le décennal.
À l'état actuel des choses, s'il n'y a personne qui est dans la liste, vous ne trouvez pas quelqu'un qui vous assure. Dans les 13. Mais 11. 13 ou 11. 11. Mais bon. J'étais parmi les gens qui a milité et travaillé pour qu'il y ait des Marocains qui sont à l'intérieur. Et qui ont fait les mêmes études que les étrangers en France. Alors il n'y a pas de raison qu'ils soient aussi pas gros contre eux. D'où ils étaient à 3 ou 4, maintenant ils sont à 11 ou 12. Pour vous dites décennal, pas décennal, dans le futur projet de loi, permet de construire, obligation d'avoir sur le chantier. C'est voilà, il faut qu'il ajoute la flèche, Inch'Allah. Une autre flèche, comme quoi l'assurance. Permis d'habiter, obligation d'avoir décennal. Il y a entre les deux. Pardon, la flèche de quoi? Non, quand vous avez mis Elle y est. Elle y est. Je peux vous la montrer. Je peux vous la montrer. Voilà. L'obligation d'avoir comme document pour avoir le permis de construire. Construire d'avoir sur le chantier, d'habiter, l'obligation d'avoir la décennale. Et de construire l'assurance de quand il n'y a pas Tout le d'autorisation. chantier. Ah, tous les chantiers. Ouais, exact. Pour tous les projets. Tout le projet. Non, tous les projets, il y a une limite à partir de 4 étages, le reste. La loi telle qu'elle est faite, l'objectif c'est de ne pas assurer des gens qui construisent pour eux-mêmes. On ne peut pas leur obliger. Mais des promoteurs qui ont des grosses, ils sont obligés de le faire. Exact. C'est ça l'objectif. L'objectif aussi, on n'est pas là pour dire à l'État de se couvrir. D'ailleurs, l'article 24 du CCAG, il oblige l'État à avoir de l'assurance décennale sur le chantier. Et je vous remercie. Merci Zahmani. Vous voyez que les architectes sont assoiffés, sont curieux de poser des questions sur l'assurance. Donc je vous ai arrêté plusieurs fois. On va toujours dire, il ne faut pas oublier ce que les architectes demandent au démarrage du chantier, demandent des assurances. Ça, on oublie de le faire. Pour ce faire, nous pensons au niveau de l'ordre, c'est un nouveau cahier de chantier dans lequel nous avons pensé à faire un canevas, un rappel de toute la procédure, de ce qu'il faut demander justement. Ce sera le projet de nouveau cahier de chantier qui sera une pièce maîtresse, en même temps qui sera aussi un manifold, c'est-à-dire que c'est pas la peine d'avoir double emploi avec un cahier de chantier et puis rappeler justement les recommandations d'ordre par rapport à toute la procédure dont il a parlé ici, Parada et le reste. Donc on va ouvrir une liste, on va faire par 5. Pour vos interventions. En ce qui concerne les matériaux, on a beau avoir des réglementations, des matériaux de qualité et tout, mais si on n'a pas des ouvriers On est là, quand je vais voir. Oui, je disais, en ce qui concerne les matériaux, on a beau avoir une réglementation de bons matériaux, mais s'il n'y a pas de gens, d'ouvriers qualifiés, parce que c'est ça notre problème. Actuellement, on ne trouve pas d'ouvriers qualifiés. Tous les chantiers, on a énormément de problèmes. On refuse même de travailler parce qu'il n'y a pas d'ouvriers qualifiés. En ce qui concerne les assurances, on sait bien que les accidents de travail des chantiers dans le bâtiment, actuellement, on arrive à 4000 décès par an. C'est beaucoup. On a 4000 décès par an, c'est pour le bâtiment, et on a 4000 décès par an, les accidents de la route. Vous vous rendez compte? 4000, au moins 8000. 8000, c'est une ville. C'est catastrophique. Et puis, j'ai une question à vous poser. Est-ce que le bâtiment, c'est que l'automobile rapporte aux assureurs, est-ce que le bâtiment rapporte autant? Parce qu'il y a, avec c'est pas les 4000 morts, c'est important. Je vous remercie.
Eh bien, à mon tour. Il va répondre. Est-ce qu'on peut prendre quelques questions? Je pense que vous demandez. Pour gagner du temps, on ouvre pas peu les questions parce qu'il y a des questions qui peuvent se retrouver. Je pense que vous êtes d'accord. Oui, oui. Donc, monsieur. Sorry? C'est bon, vous avez posé votre question? C'est bon, non? C'est bon. Allez, c'est Bonjour, Mohamed Mourad, architecte. Moi, je profite un peu de nos experts aujourd'hui, que je remercie. Et apparemment, le code du bâtiment, de la construction plutôt, va aller vers le sens de la qualité. Donc, on parle de traçabilité, on parle de qualité dans le bâtiment. Donc, moi, je suis un peu inquiet quand je vois qu'actuellement, il y a plusieurs chantiers étatiques qui sont ouverts sans autorisation. Est-ce que les entreprises et les intervenants de ces chantiers, que ce soit le ministère de la Santé, le ministère de l'Éducation nationale, et je dirais jeunesse et sport, et j'en passe, pour savoir est-ce que vraiment les architectes qui sont assurés, dans le cas de chantier non autorisé, sont réellement assurés. Deuxième question que j'aimerais poser à mon ami Charabti, c'est que le code de la construction va vers le sens de la qualité. Donc on va tirer la qualité vers le haut. Donc on veut que les intervenants, que ce soit entrepreneurs, promoteurs, architectes, bureaux d'études et autres, et travaillent dans la qualité. Donc je vois difficilement comment le ministère de tutelle, qui est en train de provoquer ce code de la construction, arriverait à contrôler, je ne sais pas de quelle manière. Et deuxièmement, comment elle arriverait à tirer la qualité vers le haut en tirant les honoraires vers le bas, en prenant les moins 10 ans. Est-ce qu'un bureau d'études qui travaille avec 0,1% avec le ministère de l'Habitat peut faire vraiment un sacré travail, bureau de contrôle pareil, et actuellement, il y a beaucoup d'architectes qui le font. Je prends le cas de Idmej, on a des cas de confrères poursuivis dans le cas de petits projets à 600 dirhams le projet. Est-ce que vraiment des bureaux qui ont la tutelle du ministère de l'Habitat peuvent vraiment mettre de l'ordre, alors que déjà chez eux, ils n'arrivent pas à le faire en provoquant des honoraires très bas. Donc est-ce que là, moi je finis avec cette parenthèse, est-ce qu'on n'irait pas vers ce qu'on a fait pour les entreprises, à faire des classifications de bureaux d'études, bureaux de contrôle et aussi d'architectes, pour pouvoir avoir un tarif minimum d'honoraires pour pouvoir faire de la qualité. Merci. Merci. Sacha. Merci à la qualité des intervenants et de leurs interventions et du temps qu'ils ont bien voulu consacrer à notre après-midi. Je voudrais réagir à 3 points en ce qui concerne l'intervention des Seycharaf Brada. La première, elle concerne la parenthèse que tu avais faite au sujet des bureaux d'études qui travaillent avec une signature anonyme, la signature anonyme de la SARL. Tu n'es pas sans savoir qu'il y a des architectes qui travaillent dans le sens de la création des SARL dans le cadre de la profession d'architecte. Est-ce que ce ne serait pas quelque chose qui pourrait donc nous faire coïncider avec la pratique professionnelle des bureaux d'études et qui donc poserait certains problèmes? Bon, je te renvoie à la question pour que tu puisses éventuellement l'éplucher et nous donner ton point de vue, cher confrère. La deuxième, elle concerne la question de la Fédération des bureaux de contrôle que je connais. Le président de la Fédération des bureaux de contrôle, avec les bureaux de contrôle, eux, ils considèrent que l'article 769, et là je m'adresse aux 3 intervenants, avec l'article 769, pour eux,
c'est un article qui concerne l'architecte, l'ingénieur en 1913. En 1913, l'ingénieur était l'ingénieur municipal. Il n'y avait pas d'ingénieur dans le privé. Il y avait l'architecte qui était dans le privé. Et l'ingénieur, c'était monsieur l'administration. Et d'ailleurs, nous avons continué à considérer que l'ingénieur, c'est l'ingénieur d'arrondissement. Parce que par la suite, c'est passé aux travaux publics. Pendant toutes les années 30, 40, 50, 60. Et c'est l'ingénieur, proprement dit, à partir des années 60, qui a commencé à s'installer en tant qu'ingénieur dans le privé. Donc c'est l'architecte qui était dicté par cette loi, 1913, du point de vue de la fédération. Et donc, il considère qu'aujourd'hui, la loi, quand elle est appliquée, en cas de sinistre, elle fait appel, elle incrimine à l'occasion les ingénieurs des bureaux de contrôle, et j'en ai la preuve, puisque moi-même, en tant qu'architecte expert, j'ai eu à travailler sur un cas où le bureau de contrôle était interpellé dans l'incident qui était formulé dans l'expertise. Donc le bureau de contrôle, l'ingénieur du bureau de contrôle, aujourd'hui, il est appelé à être responsable pénal. Elle dit, alors, le troisième point, oui, c'est l'exemple d'un toit écroulé, etc. Donc, c'est pas la peine que je donne l'exemple, mais j'ai le cas. Alors, en cas d'incompétence de l'entreprise, c'est des charafs. Tu as dit quelque chose de très intéressant, c'est qu'on a le droit de mettre fin à la mission. L'architecte a le droit de mettre fin à la mission. Seulement, la réalité, c'est que les architectes, ils peinent la majorité en tous les cas, peinent à faire passer le message sur la qualité architecturale et sur la mission, et notamment sur l'établissement des CPS. Et c'est les maîtres d'ouvrage qui leur demandent le désistement. Et nous avons au niveau de la commission de litige, alors des architectes, des clients qui arrivent pour demander le désistement de l'architecte. Souvent parce que l'architecte demande la mission complète. Bon, c'est complètement aberrant. En tous les cas, ça aussi c'est une réalité. Pour ce qui est de l'étude géotechnique, qui ne semble pas être obligatoire. En tout cas, moi, de mon point de vue, et je pense qu'on n'est pas tout à fait en contradiction entre nous, l'article 769 est très clair. Il souligne avec précision que la responsabilité de l'architecte, de l'ingénieur et de l'entrepreneur est bien engagée en matière de sol. C'est très clairement défini. Maintenant qu'il y ait une couverture et que cette couverture soit obligatoire, ça c'est le problème de l'architecte. Mais la loi, elle est claire. Elle l'incrimine s'il y a un problème de sol. Et c'est pour ça que nous avons vu un certain nombre de nos confrères qui ont été même emprisonnés à l'occasion d'écroulements de bâtiments suite à des tassements différentiels importants dans certains de ces projets, notamment le projet, je crois, d'El-Qneta. Et bien avant, le projet d'El Marrakech. Maintenant, la dernière intervention, c'est en ce qui concerne l'intervention d'El Roiti, LP2E. Moi, je voudrais faire une petite parenthèse concernant le cercle vertueux dont parle Sidi Charaf, et qui est extraordinaire, ce cercle. Lorsqu'on le met en branle, aujourd'hui, aujourd'hui, quand il y a un laboratoire, même avec les laboratoires qui sont un peu discutables, le fabricant de produits, notamment le béton prêt à l'emploi, il arrive sur les lieux du chantier. Et croyez-moi, j'en ai fait l'expérience personnellement. Quand il arrive devant le chantier, qu'il trouve les éprouvettes, ou le laboratoire ou l'architecte Kane, eh bien, il prend peur. Et j'ai eu l'expérience. Il a arrêté, il n'a pas coulé le béton, parce qu'il savait que le béton n'était pas bon, et pourtant HDG est approuvé. Il est certifié par LP2E. Parce qu'il est parti trop loin, trop longtemps. Le béton il n'est pas bon. Il ne me l'a pas livré, moi. Mais je sais qu'il est parti le livrer ailleurs. Là, il n'y a pas de laboratoire. Merci. Merci, c'est déjà dit.
En fait, ma question se dirige destinée à M. Troumani. Par rapport à l'extension, l'assurance décennale se sur l'existant. Lorsque on prévoit une extension sur un bâtiment déjà existant, est-ce que les assureurs assurent l'extension, notamment quand le bureau de contrôle n'est pas le même? Et quid de l'assurance déjà existante? Voilà ma question, merci. Merci, Samuel. Monsieur Larouche. Merci pour cette qualité des interventions. Je suis architecte, donc moi je vais essayer un petit peu de parler de 4 ou 5 points, sans un peu mélanger en termes de matériaux, d'assurance et autres. Aujourd'hui, on sait que l'avènement de la loi sur l'efficacité énergétique et puis sur l'environnement et le développement durable, surtout la dernière, il est déjà en application. L'autre, il va être appliqué à partir du mois de juin. Donc il y a l'émergence de nouveaux métiers, effectivement, comme le conseil en conception HQE, comme la mission effectivement de l'EIT HQE, plus les certificateurs. Donc qu'en est-il de l'introduction de ces nouveaux métiers, effectivement, dans ces questions accessoires, sur effectivement le nouveau code de la construction, avec le volet responsabilité, bien évidemment. Parce que c'est la jungle, moi j'ai des projets en cours dans ce sens-là, j'en bats complètement. Le deuxième point, c'est effectivement le juriste, par définition, il a installé ce qu'on appelle une trilogie juridique, c'est-à-dire la maîtrise d'œuvre, l'entreprise et puis le maître d'ouvrage. Et puis cette trilogie-là, avec une séparation effectivement des responsabilités qui est bien claire. Or, on assiste au Maroc avec une espèce de flou total que tout le monde veut absolument parce qu'il y a du SRV, à des architectes promoteurs, à des architectes effectivement qui ont des entreprises, et à la notion de conception-réalisation. Donc il y a une contradiction entre cette trilogie et la séparation effectivement de ces fonctions, et de l'autre côté, on a du SRV dans ce sens. Donc ma question, effectivement, quelle est la part de la responsabilité de ces doubles triples fonctions? On connaît tous l'histoire de l'architecte Fernand Pouillon dans les années 50 à Alger, quand il a voulu devenir effectivement promoteur, il a chopé 10 ans de prison. Le troisième point, si j'ai bien compris, c'est que le bâtiment public est normalisé. Par contre, le bâtiment privé, il ne l'est pas. C'est quand même une contradiction flagrante au niveau du code de la construction. Donc on peut construire n'importe quoi quand on a un bâtiment privé. Quatrième point, qu'en est-il en matière de matériel? Tout à l'heure on parlait de la traçabilité, et avec cette contradiction effectivement des faits environnementaux qu'on a aujourd'hui, pourquoi ne pas introduire d'emblée la notion d'éco-bilan tout de suite dans le matériel? Cinquième point concernant l'assurance, aujourd'hui avec l'avènement de la décennale, moi je pense qu'il faut arrêter à que tous les architectes se voient dans ton sens chez tous les assureurs, que chacun ne pas créer tout de suite, avec cet avènement-là, une mutuelle des architectes marocains, à l'instar de la marque française, avec très justement effectivement un règlement 1 pour 1000 du coût de la construction. Comme ça, on sait ce que c'est qu'effectivement une assurance appliquée à l'architecture. Oui, merci. Merci. C'est là, je pense que c'est des souffle qu'il faut qu'ils répondent à ces 5 intervenants. On les a oubliés. Je vais juste recadrer. Le code, je pense que c'est une initiative louable, mais le code n'a pas la prétention de résoudre tous les problèmes. Je vais le recadrer dans sa dimension qui a été décidée par le donneur d'ordre, qui est le ministère de tutelle. Nous sommes dans une quête au niveau de ce code d'un SMIC, non pas de qualité mais de sécurité. Il faut empêcher les bâtiments de se casser la gueule. Donc c'est clair. Donc nous ne sommes même pas dans le clos et le couvert.
Nous sommes dans le couvert parce que le clos impose la menuiserie. Nous ne sommes pas là-dedans. Donc nous sommes dans un SMIC de sécurité et je pense que c'est une bonne démarche. Il faut sécuriser nos bâtiments. Maintenant, quand on a travaillé, on trouve aberrant, comme je trouve aberrant qu'il y ait 2 contrats d'architectes, un pour le privé, un pour le public. Comme si le public ne méritait pas les bâtiments qu'on faisait pour le privé ne mérite pas les bâtiments qu'on fait pour le public. Il y a quelque chose qui ne va pas. Je pense que dans la mise en conformité, dans la réorganisation des intervenants, de la formation, des assurances, etc., que ce soit privé ou public, ça doit être la même chose. Il y a un contexte et des possibilités économiques, de disponibilité, de compétences qui ne permettent pas effectivement d'aller très loin. On a 11 bureaux de contrôle. Imaginez le volume de construction au Maroc, vous bloquez la machine. On a des bureaux d'études qui sont répartis sur un axe que vous connaissez, c'est pas la peine de... Bon. Donc, qu'est-ce qu'on a essayé de faire? C'est de contextualiser des données et une réalité avec nos aspirations, en disant, d'accord, il y a des problèmes pour le moment, on va aller par palier. Le code ne va pas s'arrêter, c'est une première mouture du code, il va évoluer avec le développement du pays. Mais on a dit, puisqu'il faut sécuriser, on va aller dans tous les bâtiments qui vont recevoir du public. Pour moi, un hammam doit être sécurisé. Pourquoi? Parce que le citoyen qui rentre dans un hammam, il rentre en toute sécurité. Il dit, Doula a l'autorisation d'exploiter. Donc l'État a une responsabilité morale vis-à-vis de ce citoyen qui va dans ce hammam, d'avoir un hammam sécurisé. Il ne va pas lui tomber sur la tête, il ne va pas prendre feu, etc., etc. Une terrasse de café, c'est la même chose. Un supermarché, c'est la même chose. Chaque fois qu'il y a une activité commerciale ou la construction d'un bâtiment, quelle que soit sa taille et son importance, qui reçoit du public, il faut qu'il passe par le système vertueux et qu'il ait les assurances adéquates. Donc c'est ça qu'on a défendu et je crois que toutes les composantes de la grande famille du bâtiment y ont adhéré. Je regrette seulement, parce qu'il y a eu des documents qui ont été diffusés à toutes les organisations du secteur du bâtiment. Je regrette seulement que l'ordre des architectes n'a pas été à la hauteur pour réunir, oui, je parle du national, pour réunir en temps utile tous les confrères et s'enrichir de leurs propositions. Alors que toutes les autres fédérations l'ont fait. Ça, c'est une parenthèse que je voulais signaler. Je crois que, pour répondre à mon ami ici, à Chahabi, je crois que il y a ce qui est clair dans la loi et il y a les non-dits. Et je crois qu'on peut s'appuyer sur les non-dits qui n'interdisent pas et qui ne sont pas écrits. Je pense qu'il faut absolument revoir notre contrat d'architecte. Parce que le contrat d'architecte, il doit nous accompagner à développer le système vertueux. On doit s'appuyer sur un contrat qui émane de nos instances ordinales, qui nous aide vis-à-vis de nos clients, parce que nos clients, même nos clients non privés, même nos clients publics, rechignent à la dépense, et on le sait, au Maroc, la matière grise, eh ben, on essaye de faire des économies sur la matière grise. Tout le monde essaye de faire des économies, c'est extraordinaire, sur la matière grise. Donc, si on n'a pas des instances ordinales, si on n'a pas un contrat qui est clair, si on prend le contrat qu'on a aujourd'hui, c'est un contrat
quasi derrière hiérarchique, parce qu'ils te donnent toute la responsabilité sans te donner les moyens d'exercer ton métier correctement. Je regrette, on a le droit de refuser de travailler avec de l'incompétence. Et la loi nous permet de le faire et de s'élever comme ça. Si en plus de ça, il s'est appuyé avec un document, eh bien, on a la possibilité de le faire. Les honoraires du moins de 10 ans, mais ça, le code, c'est pas la boîte à merveilles qui va tout résoudre. C'est vrai que c'est une aberration de faire de choisir de la compétence en fonction des honoraires et du moins de 10 ans. C'est aberrant. Donc, mais bon, ça, c'est des autres, c'est sur d'autres podiums qu'on peut défendre ça. Et en tout cas, avec les ingénieurs, avec les bureaux d'études, parce qu'il y a d'excellents ingénieurs au Maroc. Il y a des gens de très très grandes compétences, des gens de très grande probité, mais malheureusement, il y a aussi ce système de bureaux d'études qui a ouvert les portes à des margoulins et qui arrive à se mettre dans les interstices. Mais ces problèmes, on doit les résoudre ensemble, d'accord? On doit les aider à se défendre parce qu'on est condamné à nous entendre. Il ne faut pas oublier qu'il y a quelques années, on a voulu alimenter une guerre stupide entre les architectes et les ingénieurs. Mais l'un ne peut pas se passer de l'autre. C'est aberrant. C'est aberrant. Comment on peut se disputer avec quelqu'un qui fait tenir le projet que tu as décidé? C'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, je pense que dans le long conflit, on peut résoudre des problèmes puisque nos intérêts sont convergents. Merci, c'est Charles. On va essayer de gérer ça, il nous reste une demi-heure. On va essayer de gérer tout ça parce qu'on vient de faire signe que. Moi, j'en profite de cette remarque pour aller de répondre avec du tac au tac. Je ne vais pas développer longtemps. Bon, ce que vous avez dit, c'est tout à fait exact. La construction, c'est tout un ensemble. Il faut des intervenants, il faut des entreprises, il faut des matériaux, il faut de la qualification pour les mettre en œuvre. Si un maillon manque, on ne garantit pas la qualité de la construction. Et j'adhère à ce que vous avez dit. La partie études géotechniques, en fait, il n'y a pas une loi. Mais il y a un élément indirect. Il y a le RPS 2000. Et le RPS 2000, il nous dit de classer les sites S1, S2, S3. Et pour pouvoir classer le site, on est obligé de passer par l'étude géotechnique. Donc c'est une obligation indirecte. La partie publique et privée par rapport à la normalisation, je suis certain que je me suis mal exprimé des moments où vous l'avez compris de la façon dont vous l'avez exposé. La normalisation, elle couvre le public et le privé. La partie obligatoire, elle est obligatoire pour les deux. Quand il y a une norme, il est de statut obligatoire, il a le statut d'un décret. C'est une obligation. Pour les normes qui ne sont pas volontaires, ils ne sont ni obligatoires pour le public, ni pour le privé. Par contre, le public, on a le cahier de charge. Et dans ce cahier de charge, on prescrit l'utilisation d'un certain nombre de normes. Le privé, on n'a pas ce cahier de charge. Et parmi nos propositions, justement, d'établir une norme qui représente un cahier de charge pour le privé. Et toujours le dernier. Par rapport à ce qu'on rapporte, 4 000 morts, oui, on a fait notre travail, 4 000 morts. Vous savez, une compagnie d'essence, comment elle gagne de l'argent? C'est pas le rapport entre sinistre et prime, c'est le fait de prendre de l'argent et d'investir dans le marché financier. Quand le marché financier ne marche pas, les résultats baissent.
partout dans le monde, y compris au Maroc, ce qu'on voit, les trois compagnies d'assurance qui sont cotées, ils ont l'amélioration de ce qu'on appelle le résultat technique. C'est le rapport entre les sinistres et les primes. Mais ce qui rapporte partout, c'est le fait, cette masse d'argent qu'on collecte annuellement ou qui sont provisionnés, que le mettre sur le marché financier et qui génère de l'argent ordinaire. Pour ce qui est la tour du chantier des Sénats, juste pour info, le sinistre de la mosquée représente 3 siècles de primes d'assurance à l'État actuel au Maroc. Je m'explique. L'indemnisation du sinistre de la mosquée en accès des Sénats. Quelle mosquée? Hassan II. Parce qu'il y en a deux gros sinistres au Maroc. Au Kazakhstan. Non. Rien que ce que représente pour le réassureur en termes de collecte de primes, 3 siècles de primes si on reste là où on est actuellement. La généralisation de l'assurance des sénateurs au chantier va conduire à un alignement de prix pour permettre d'indemniser le reste. L'Algérie, il l'a fait avant nous. La Tunisie, il l'a fait avec nous. Il n'y a que nous qui sommes là. Pour ce qui est de la RC Prof autorisée et non autorisée. Supposons qu'on va à l'arbitrage. L'arbitre ne peut être qu'au l'ordre des architectes. Si vous voulez poser la question, est-ce qu'il a le droit de le gamin? Dans le cas d'une RC Prof, c'est comme si c'était une infraction pénale. Tout simplement. Parce que l'ordre des architectes, au même titre des médecins, est-ce que cet architecte avait le droit de travailler sur un projet qui n'est pas autorisé, même si c'est l'État? Et tout à l'heure, j'en parle, tout ce qui est infraction à la loi, il n'y a pas de couverture. Non, infraction. Juste par rapport à ce que je disais, au niveau de la mission du bureau de contrôle, certes, chaque bureau de contrôle, il a une mission déterminée. L'évaluation, le fait de garantir un décès ou pas, dépend de la mission qu'il a eue. Et s'il a une mission entre l'entrepreneur, il est responsable, pas vis-à-vis des assureurs. Légalement, il est responsable. Parce qu'il a une relation avec on lui a demandé de faire, et il n'a pas fait. Donc, la notion de mission, c'est quelque chose de très important. Il a failli à sa mission, on lui a dit de contrôler les ferrailles, je sais pas, contrôler, il n'a pas fait le contrôle ce qu'il fallait, donc et c'est ça qui est conduit, il est directement responsable. En matière de décennal, il n'est pas fait par partie des assurés. Donc il doit avoir une accès professionnel d'un montant très très élevé. Pour ce qui est de Kinetra, j'ai les photos ici. Quand j'ai vu les photos, les entrepreneurs marocains c'est des criminels. Indépendant de l'histoire de faire l'étude de ce pas. La manière dont on a vu les photos, comment ils travaillent, comment il faut les construire, si ça pas heureusement que l'écroulement s'est effectué à ce moment-là. Imaginez qu'il y avait des habitants à l'intérieur et le bâtiment s'écroule. C'est beaucoup plus grave. Il n'y a pas que l'étude de sol, la manière dont ils font le travail, c'est incroyable. Il y a des photos, c'est des criminels. Excusez-moi de le dire. Pour travaux surexistants, tout à l'heure on a parlé des rapports de contrôle, on a parlé RD0, RD3, RD6. RD6 correspond à la réception. Mais entre RD6 et RD0, il y a d'autres rapports. Donc, si ces rapports-là, il y en a un travaux surexistants, je crois RD4 ou RD5, s'il est fait par un bureau de contrôle, comme quoi ce qui va être fait après tient la décennale, c'est un rapport spécifique. Et c'est les conclusions de ce rapport-là qui permet d'avoir la décennale ou pas. Il y a un autre rapport qui est le RD4 qui parle quand on utilise dans un bâtiment des matériaux de construction nouveaux. On n'a pas de recul pour savoir ce que ça va tenir ou pas. À ce moment-là, il y a un rapport spécifique qui est fait par le bureau de contrôle pour un bâtiment spécifique, qui est analysé par l'assureur et l'assureur, qui conduit à donner une couverture décennale ou pas. Le dernier point, et je vais amener à la réponse avec moi, celui qui parle de budget des architectes. Et la réponse, c'est que, au-delà du nom, nous, on est dans un secteur où on encaisse avant de payer. On encaisse les prix. Donc on ne connaît pas le coût. Donc si on n'a pas de recul, il est difficile de faire des prix. Aujourd'hui. Et d'ailleurs, c'est professionnel. Mais on ne découvre le dommage que 5 ans après. Imaginez comment cette mutuelle-là va gérer l'argent pour payer les sinistres à la santé. C'est-à-dire l'ouvrage, les corrects actuellement. Au bout de 4 ans, on découvre qu'il y avait une erreur qui est conduite à quelque chose qui va mettre
en cause la responsabilité de l'architecte. Donc il faut revenir à la prime initiale. Comment on quantifie ça? Donc c'est quelque chose qui est développement là. Il faut aller au tribunal, il faut rester, il faut. Donc la mutualisation, c'est pas si simple que ça quand on a le nombre d'architectes qui est fait par rapport à d'autres pays. Puis après, si on fait mutuel, il faut que ce soit la solvabilité, il faut appliquer le Solvency II ou le reste. Il faudra que les fonds soient gérés par des spécialistes, mais tout ça, c'est pas uniquement de collecter 10 ou même 1000 personnes qu'on va créer une mutuelle. Même en maladie, c'est pareil. Les avocats, ils ont essayé de faire en maladie, ça ne marche pas. Ce que faisaient les artisans au Moyen-Âge, Ouais. ils sont marchés. Le seul qui a marché, juste pour info, cette mutualisation, c'est lorsque les Anglais sont partis aux États-Unis, dans la partie intellectuelle des États-Unis, c'est à Boston, à Rhode Island exactement, c'était les gens qui ont fait du textile. À un certain moment, ils ont dit on a un incendie chacun, ils se sont mutualisés. Ils ont créé une compagnie d'assurance. Cette compagnie d'assurance, actuellement, est le premier assureur au dommage, et c'est elle qui est les normes de sécurité les plus difficiles, et qui est appliquée partout. C'est Factuel Mutuel. C'était Factuel Mutuel, FM. C'était à l'origine des industriels qui ont dit on met en œuvre tout ce qu'on a comme technique, comme technologie, on met des règles entre nous, et seulement quand on met les règles, on va les appliquer, ils vont les dupliquer. Ils ont créé une compagnie d'assurance, ils se sont assurés et ça a marché, tel que maintenant FM, qui a les plus grandes installations au niveau de normalisation en matière de sécurité, et y compris tempête. Merci. Merci, M. Dahmani. Donc, on va prendre une autre série de questions. C'est Boujida. Oui, donc merci pour la qualité de vos interventions. Donc la première question, je l'adresse à M. Serrouiti concernant la qualité. Moi, je vous salue tout d'abord pour la proposition d'obliger, parce que moi, je pense que ça fait des années qu'on fait nous, les architectes, ça fait des années qu'on fait des conférences, on est tous conscients de toute la problématique, mais quand on sort de la salle, chacun va affronter avec le monstre, avec la jungle, qui est le contexte de la pratique. Donc, des fois, tout ce qu'on dit là, à l'extérieur, vis-à-vis du promoteur, c'est de la philosophie, et le promoteur, c'est votre client, c'est votre bien de pain. Donc, il y a un rapport de force. Donc, il faut que l'obligation vienne de quelque part, de la législation, de la loi. Pour la qualité, vous avez parlé de la qualité, donc il y a des entreprises, des maîtres d'ouvrage qui ont ce qu'on appelle le PAC, plan d'assurance qualité, donc qui définit les procédures, les modes opératoires. Mais il y a là je précise, il y a des maîtres d'ouvrage, des promoteurs géants du Maroc, pas la peine de citer le nom, mais on connaît donc la... Si vous êtes dans la clinique, votre question, nous avons 20 minutes pour avoir 4 questions et 4 réponses. Donc, avec toute la salle. Ok, donc, je vais... Sans être désagréable. Là, il n'y a aucun problème. Merci. Donc, il y a des entreprises, des maîtres d'ouvrage qui ont des PAC, mais le résultat, il est catastrophique. Donc, le PAC, c'est plutôt théorique, donc la certification ISO. Le deuxième point, je vais être bref, c'est le point que j'ai évoqué la dernière fois, concernant la spécialité. Parce qu'il y a des confrères qui affrontent des problèmes avec la justice. Il y a un problème, c'est que l'architecte, ayant ce titre de maître d'œuvre, c'est le premier appelé les tribunaux. On fait abstraction qu'il y a plusieurs intervenants, qu'il y a des spécialités. Le fait, je le répète et je le redis, le fait que l'architecte est le maître d'œuvre ne veut pas dire qu'il devient ingénieur à la place d'ingénieur, qu'il devient topographe à la place du topographe. La génie civil, c'est toute une science, c'est tout un cursus, c'est un bac plus 5, après des classes prépa, etc. Donc la stabilité, c'est l'affaire de l'ingénieur. L'architecte étant maître d'œuvre, il gère administrativement, c'est-à-dire il me délivre des attestations et tout, que s'il y a la réception de l'ingénieur. À partir de ce moment, il est responsable. C'est-à-dire s'il dépasse les différents intervenants. Donc, moi, je veux qu'on travaille, c'est Sharafdin, c'est Hassini, je veux qu'on travaille sur ce point. Les architectes, ils souffrent. Deuxième point, c'est que l'architecte n'est pas présent 7 jours sur 7, 24 sur 24.
entre deux visites, il peut y avoir une erreur, il y a un ouvrier ou l'entreprise, il peut y avoir une catastrophe. Donc, tout ça, il faut être précisé en détail et la législation doit traiter ces points-là parce qu'il y a des architectes qui vont à la prison. Je le dis, ils ne sont pas responsables. Logiquement. Je parle de la logique. Voilà. Merci Zeboulida. Je sais que cette question te prend à cœur. Je passe la parole à Cécile. Merci. Bon, alors tout d'abord, je remercie nos éminents conférenciers d'avoir répondu présent à notre invitation. En fait, moi j'avais deux questions, mais il y en a une qui a été posée par C.H. Rahabi, donc je ne vais pas revenir là-dessus. La deuxième question, elle s'adresse à C. Rouaiti. Alors, vous avez parlé des matériaux, bien entendu, il y en a pas mal qui ne répondent à aucune norme, et on le sait, on sait que le marché marocain est inondé par des matériaux qui ne répondent pas du tout aux normes. Il m'est personnellement arrivé de m'adresser à des vendeurs de matériaux. Quand je demandais une fiche technique d'un matériau, on me disait que non, on ne l'a pas. Le commercial n'avait aucune réponse par rapport à ça. Donc, moi je sais qu'il existe la Fédération nationale des matériaux de construction. Donc vous n'en avez pas parlé, j'aimerais bien savoir si vous avez une réponse par rapport à ça. Quel est le rôle de cette fédération, sachant qu'elle est nationale, sachant qu'elle existe. Moi-même, je croise des salons le président de cette association qui est David Toledano, et j'aimerais bien savoir à quoi elle existe, en fait, cette association. Merci. C'est sûr. C'est Chloé. Merci. J'ai quelques questions que je voudrais enseigner rapidement pour tous nos membres conférenciers. La première est dans le cas où il y a deux architectes qui interviennent sur un projet. Alors je dis bien deux architectes. Un premier architecte qui a un contrat d'architecte pour construire le bâtiment et un deuxième architecte qui a une mission d'architecture d'intérieur et de décoration qui intervient sur un bâtiment, dans le même bâtiment en même temps. Sachant que quelquefois dans des grands projets, quelquefois, il y a un architecte peut jouer le rôle d'architecte d'intérieur. Donc la responsabilité de chacun, sachant que l'architecture d'intérieur n'est régie sous aucune loi. Donc dans le cas où il y a un sinistre causé par l'architecte d'intérieur, est-ce que l'architecte est responsable? Première question. Deuxième question, dans le cas des surcharges d'exploitation, par les panneaux publicitaires actuellement qu'on voit dans les bâtiments, où les dalles s'effondrent, qui est responsable, sachant que juste après ces panneaux sont enlevés, mais la dalle reste fissurée et ça tombe. Troisième question, dans le cas des architectes internationaux. Donc maintenant, au jour d'aujourd'hui, comme vous le savez très bien, les maîtres d'ouvrage ne veulent plus donner des projets aux architectes marocains pour des tours par soi-disant manque d'expérience. Donc ils nous ramènent des architectes étrangers avec qui on doit soit s'associer ou disons, travailler, collaborer. Donc s'il y a un problème, est-ce que l'architecte international est responsable ou ce n'est que l'architecte marocain qui est responsable? Je parle de grands projets de tours. Et ma dernière question, tout simplement, ça commence en Europe, aux États-Unis, en Asie, c'est le cas. Au Maroc, peut-être ça viendra, dans les bâtiments intelligents. Au jour d'aujourd'hui, on a des bâtiments en machine. Au jour d'aujourd'hui, Samsung construit des bâtiments. LG construit des bâtiments. Ce n'est plus des entreprises de béton, c'est des entreprises technologiques. Alors l'architecte est chef d'orchestre du projet. Il y a maintenant sur les concours où l'ingénierie est intégrée dans les concours. Eh bien, alors, elle est où la responsabilité? Est-ce qu'elle est totale à l'architecte ou vers l'ingénierie, sachant que c'est des bâtiments qui deviennent intelligents? Merci. Merci, c'est Kedaoui. C'est ça. Bonjour, Sarah Kouch. Ma première question est pour M. Rada. Tout à l'heure, vous avez parlé d'une panoplie de codes qui sont un peu partout. On trouve un peu le code de travail, un peu. Est-ce que ça ne serait pas intéressant, en attendant le fameux code, en attendant de se réveiller de notre rêve et de la sortie du fameux code de la construction, est-ce qu'il ne serait pas intéressant d'engager un cabinet juridique pour peut-être rassembler un peu? Parce qu'en fait, on est dans un flou total.
est-ce que ça ne serait pas intéressant de rassembler tous ces codes dans un seul document? Et secondo, pour la RC, quand il y a un litige, est-ce que l'architecte doit se confronter celui avec lequel il a le litige, ou avoir recours directement, faire appel à son assureur? Secondo, vous avez dit, bon, après 5 ans, bon, s'il y a eu un problème, l'architecte il est poursuivi. Est-ce que ça rentre dans les défauts apparents, sachant qu'il y a une réception, il y a un délai d'une année pour que le maître d'ouvrage puisse réclamer. Donc il vient après 5 ans, il vous dit, bon, il y a un problème. Pas structurel, je ne parle pas de la structure. Et c'est tout. Merci. J'ai une autre question. Parce que ça me fait penser à quelque chose de tout bête, c'est que les attestations d'assurance, depuis qu'on a commencé à travailler, moi je les ai peut-être perdues. Parce que quand on perd les attestations, on est foutu. Parce qu'il doit falloir justifier. C'est-à-dire, bon, je présenterai à part, est-ce que par exemple vous avez parlé de quelque chose, c'est-à-dire que quelques années après l'incident peut arriver, est-ce qu'il va falloir justifier qu'on était assuré l'année où on a construit ça? Les intervenants, il leur reste 10 minutes. Pour la réception. 10 minutes pour répondre. Pour la réception, c'est simple. On parle de réception uniquement dans le décennal. On ne parle pas dans l'accès professionnel de l'architecte. L'accès professionnel de l'architecte, c'est annuel. C'est un contrat annuel qu'il doit avoir chaque année. À aucun moment, on parle de réception. La notion de réception existe uniquement pour la garantie décennale, pas dans la responsabilité civile de l'architecte. Et les deux responsabilités sont distinctes. Il y en a une qui parle d'écroulement, au risque d'écroulement, dont l'architecte peut ou ne pas être responsable, mais l'architecte peut avoir d'autres responsabilités qui ne rentrent pas dans l'article 769, qu'on soit clair. D'où l'obligation d'accès propre de l'architecte. Il n'y a pas que le décennal. Le 769, c'est écroulement aux menaces, aux risques et menaces évidentes, c'est cool. Le reste, si l'architecte est responsable, il doit être dans sa responsabilité civile professionnelle. Le contrat, il est annuel. Chaque année, vous payez la prime. Chaque année, vous demandez l'attestation. Et vous êtes couvert. Le problème de ces histoires de 5 ans, non, vous demandez chaque année l'attestation. Les bureaux de contrôle, comme ils s'agrègent chaque année, ils reviennent, on demande l'attestation. Au même titre qu'attestation accès au travail pour le reste, vous demandez à votre courtier qui demande à la compagnie une attestation annuelle. Chaque année, l'attestation de 1er janvier au 31/12, vous êtes quitte. Non, vous... Si 5 ans après, il n'a pas l'attestation d'il y a 5 ans. Non, écoutez. Tout à l'heure, en matière... Hein? S'il a les mêmes assureurs pendant 5 ans, pendant 5 ans, c'est clair. Donc, il était assuré. Le contrat, il a souscrit 1er janvier 2008. Donc, c'est le même contrat. Quand on change d'assureur, la réclamation, ça dépend comment le contrat est fait. Et au Maroc, on n'a pas encore de loi qui parle d'exécution des contrats. Quand est-ce que le sinistre doit être déclaré? Quand est-ce que le fait générateur? Est-ce que le sinistre doit déclarer dans l'année? L'année où le fait générateur, il faut revenir. Quand il y a l'obligation d'assurance, il n'y a pas un problème pour l'assuré. Il y aura toujours un assureur qui paye. Parce que chaque année, il doit avoir une attestation. On s'en fout, il y a toujours quelqu'un qui paye. On trouvera comme quoi vous étiez de telle ou telle compagnie. Il n'y a pas de problème. Le litige, c'est ce qu'il y a dedans. Pour la défense et recours, dans tous les contrats RC, tout ce qu'il y a ici, c'est applicable.
À partir du moment où l'assureur intervient, l'assuré ne fait rien. C'est l'assureur qui dirige le procès. Ce n'est pas l'architecte. Il n'intervient pas. On est assuré. Il y a un litige. Quelqu'un qui porte plainte contre vous. Il va aller où? Il va porter plainte contre l'architecte. L'architecte est transmis son dossier à l'assureur. Du moment que l'architecte est transmis à l'assureur, c'est l'assureur qui dirige le procès. Et c'est lui qui paye les frais de défense et tout. Et c'est valable dans tous les contrats RC. Juste en matière de responsabilité. Comment c'est pas oui, non, quand c'est des pénales, cette garantie-là, on ne couvre uniquement que les frais d'avocat. Tout ce qui est dommages et intérêts, c'est pas couvert. Mais on couvre le fait qu'on missionne un avocat pour aider notre assuré. Ça dépend de la limite du contrat. Le montant que vous assurez, le montant en frais, ça dépend de vous assurer. Un contrat de, par exemple, 1 million de dirhams, je paie à l'avocat 100 000 dirhams. Un contrat d'1 million de dirhams, on ne donnera jamais 100 000 dirhams de défense, on donnera 20 000 ou 30 000. Plus la limite du contrat est grande, plus l'extension de garantie aux défenses et recours est grande, c'est normal. Le reste, ça revient au client. En matière, c'est Klaoui parlait de responsabilité. Architecte intérieur, c'est l'ARC prof. C'est pas l'article 769 puisque le fait de l'intérieur. Donc il n'est pas responsable. En cas d'écroulement du bâtiment, il n'est pas responsable de l'intérieur. Donc il doit avoir une RC professionnelle pour ce qu'il fait en cas d'erreur ou omission. Surcharge d'exploitation. Certains bâtiments qui sont soumis à certaines normes ou à vibration continue de l'exploitation ne sont pas assurables au décennal. C'est comme par exemple les sockets de machines, ou quand on a une machine qui tourne sur un bâtiment, ce n'est pas le confort décennal. C'est là les problèmes qui vont se produire dans le futur loi. Il y a des choses que les réassureurs ne vont pas accepter parce que c'est un risque sûr. Le fait d'une machine qui bouge sur quelque chose, c'est l'exploitation. Les architectes internationaux, s'ils sont au Maroc, autorisés, je ne sais pas par qui, ils doivent fournir une RC par la compagnie d'assurance marocaine. Parce que l'article 760 une RC professionnelle, ils le font. Marocaine. Ouais. Ils l'ont pas. Et en général, ils l'ont. L'article 162 du Code des assurances qui parle que tout risque situé au Maroc et toute responsabilité découlant d'un risque doit être assuré par une compagnie d'assurance marocaine. Quitte à cette compagnie soit réassurée. À ce moment, les met une attestation marocaine. Mais ils ne sont pas autorisés à exercer au Maroc. Oui, ça, si quelqu'un, j'ai dit, c'est quelqu'un les autorise. Si quelqu'un les autorise. Je parle. Si quelqu'un les autorise, c'est dommage. C'est l'architecte. Donc, nous avons jusqu'à 8h, il restera 5 minutes pour les autres intervenants. C'est quand il a il m'engueule depuis tout à l'heure. C'est duré, on a dit 8h, il reste 5 minutes. Parce qu'on a des réclamations de l'hôtel. Hein. La question c'est Klaoui. C'est Klaoui. D'ailleurs, je vous remercie pour cette question parce qu'on a beaucoup de problèmes des gens qui s'adressent à l'ordre concernant justement ce conflit entre d'ailleurs les architectes d'intérieur et les architectes et entre les pilotes coordinateurs, le pilote coordinateur et les architectes. Il y a énormément de conflits aujourd'hui. C'est Charabdil, on en a parlé, pas manque de. C'est-à-dire qu'il a ses responsabilités, il a sa RC, il a une casquette. C'est-à-dire que deux architectes peuvent intervenir sur un projet, mais l'un est architecte et l'autre est architecte d'intérieur. Dans le cas de ce projet-là, il y a une surcharge d'exploitation sur le plafond, la DAS s'écroule. Par la force. L'architecte d'intérieur qui a pris cette décision. Oui, mais l'architecte qui est auteur des projets doit refuser justement l'intervention. Dans le cadre, c'est Bradé parlait tout à l'heure de la notion de mission. Chacun a ses missions, il va travailler dans le cadre de sa mission. Si vous permettez, parce qu'il y a 2 minutes, on doit. Il reste 2 minutes. En France, par exemple, à partir du moment où ils posent le pied dans un chantier, même s'ils n'ont pas de contrat, même s'ils n'ont pas d'assurance ou quoi que ce soit, du moment qu'ils posent leur pied dans un chantier, leur responsabilité est engagée.
Donc on n'en est heureusement pas encore là au Maroc, mais il faut vraiment faire très attention sur ce genre de considérations. Voilà. Oui, d'abord je voudrais faire une remarque de taille et pardon pour mes amis assureurs qui ont un rôle très important, mais on ne va pas résoudre notre problème en augmentant les primes d'assurance ou en s'assurant davantage. Je crois qu'on prend le problème à l'envers. Je crois que notre quête et notre acharnement doit aller vers des intervenants compétents dans toute la chaîne de l'acte de bâtir. Je pense que c'est ça qui est important. L'assurance est très importante, elle circonscrit le risque, point. Mais elle ne remplace pas la compétence, jamais. Donc on est en train de dériver un petit peu par rapport... Je comprends, parce qu'on est tellement entouré d'incompétences qu'on recherche des solutions alternatives, mais ça ne marche pas. Ça marche pas. Jusqu'à maintenant, on a travaillé sans assurance. Ça ne marche pas. Je crois que notre première quête, c'est la quête de la compétence. Pour répondre à notre confrère, les deux architectes, je pense que les missions sont claires. Quand un architecte, même s'il intervient en tant qu'architecte d'intérieur, et qu'il est architecte diplômé, il intervient en tant qu'architecte d'intérieur. On l'appelait pour... etc. Donc il a une mission bien déterminée. Et ce que vous soulevez est très important, et ce n'est pas un problème d'architecte d'intérieur. C'est un problème d'usage premier du bâtiment qui est réalisé. Vous construisez un immeuble à usage d'habitation, et ça devient à usage de bureau. Donc il pose un problème de surcharge, d'exploitation, etc. C'est dans nos réceptions définitives et provisoires, il faut insister sur l'usage pour lequel ce bâtiment a été conçu, à l'exclusion de tout autre usage. Sinon, le gars, il faut qu'il fasse un confortement, etc. Maintenant, pardon, si vous êtes présent dans ce chantier en même temps que cet architecte d'intérieur qu'on a appelé, et que vous avez le savoir et la connaissance qu'il y a un risque, vous arrêtez le chantier. C'est votre droit le plus absolu. Non seulement c'est un droit, mais c'est un devoir. Vous ne pouvez pas, sous prétexte que ce n'est pas vous qui êtes la cause de ce dommage, connaître le risque et ne pas le dénoncer. Donc ça, c'est important. Pour les architectes étrangers qui travaillent, alors soit on ne peut pas se fermer totalement aux investissements. Et là, je suis très pragmatique. Quelqu'un qui arrive avec beaucoup d'argent et qui veut investir et qui veut amener son architecte, il n'y a aucun gouvernement, aucun responsable qui va lui dire non, j'ai une préférence nationale pour mon architecte, pour des architectes marocains, rapatriez vos fonds et partez. Je suis clair. Je suis clair. Il faut être pragmatique. Maintenant, c'est pas à la foire. D'accord? Ça obéit à des règles. Des associations intelligentes peuvent se faire avec des architectes marocains dans les règles de l'art. Et je pense que l'ordre devrait se pencher sur ces problématiques. Tu vois, pour qu'on ne nous dicte pas une situation de fait et un fait accompli. Je pense qu'on devrait, dans la sérénité, poser cette problématique, la circonscrire et voir avec nos autorités en disant voilà, il y a des choses qui y arrivent, mais il faut qu'elles se fassent dans le cadre de la loi, avec les assurances, avec peut-être quelque chose de temporaire pendant que le chantier et le pilotage et la responsabilité, elle doit être partagée. Parce que si on ne s'y penche pas maintenant, le fait d'accepter, c'est l'architecte marocain qui prend toute la responsabilité. Aucune responsabilité parce que c'est un inconnu, il repart. Voilà. Moi,
Je pense que... Rapidement, on m'a posé deux questions. Oui. Une, quelqu'un qui m'a fait une remarque. Je crois que j'ai dit 8 millions de mètres cubes, mais en fait c'est 8 millions de litres. Il a parfaitement raison. Je m'excuse si j'ai dit ça. La question... pardon? C'est bon, les 8 millions c'est bon. C'est l'outil concernant la qualité de pâte. La question de... Je monte la dernière, on attend. La question de la fédération de matériaux, honnêtement, je ne sais pas répondre. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, et si j'ai dit quelque chose, ce ne sera pas juste. La partie du PAC, vous avez dit, si j'ai bien compris, même il y a des entreprises qui ont deux PAC et rien ne marche. Parce que s'ils ne marchent pas, parce qu'ils n'ont pas compris la philosophie de la qualité. La qualité, c'est une conviction, c'est un état d'esprit, c'est des valeurs. La certification en elle-même, c'est juste un label. Ouais. Ça se vend. Mais il faut être convaincu de ce qu'on fait. C'est une valeur, et les valeurs sont faites pour être portées et non pas pour être. Donc il faut croire à ces valeurs. Sinon, le processus, on peut parler de n'importe quel processus, le vertueux qu'on trouve, mais si on n'y croit pas, ça ne marchera pas du tout. Ok, donc juste s'éclairer par rapport à ton problème, l'intervention de l'architecte d'intérieur, on a eu un cas dernièrement qui s'est adressé à nous, l'architecte qui a modifié, sans le dire à l'architecte, il envoie les plans, les plans du premier architecte modifiés au bureau d'études, sans que le premier architecte soit au courant. Effectivement, là, c'est l'application de la mission de l'architecte qui est responsable, le premier. Donc automatiquement, comme il a décidé de il faut donc arrêter et puis le mettre en il est recommandé à arrêter le chantier, tout simplement. Donc voilà. Tu avais une question, je ne peux pas te refuser ça. Vas-y. La durée est de 10 ans, c'est bien ça? Ou c'est à l'indéfini sur un bâtiment? La question des architectes intervient sur un bâtiment. Intervenir rapidement par rapport à moi, l'idée d'elle cercle vertueux me plaît beaucoup. Donc tu nous permettras, ces Charantines, de s'approprier à Tsnia. Partant de la réflexion optimiste qui est celle de dire que les architectes sont conscients de leur... la majorité des architectes sont conscients de leurs responsabilités et donc voudraient bien se mettre à disposition et en fait se mettre dans la meilleure disposition par rapport à leur chantier, donc recourir aux fameux laboratoires de qualité, bureau de contrôle et à l'IGT aussi. L'ordre éventuellement peut jouer un rôle dans le sens où lors de l'attribution de cahiers de chantier, d'ailleurs quelques administrations commencent à le faire, c'est qu'on demande des conventions avec les différents prestataires. L'ordre éventuellement peut demander les mêmes conventions ou contrats établis par rapport au chantier des différents architectes. Et l'architecte lui-même pourra à ce moment-là, par rapport au maître d'ouvrage récalcitrant, de dire que moi je ne peux rien faire puisque c'est imposé par la profession. Donc c'est une démarche à développer. Bon, merci à tout le monde infiniment. C'était, on dit plus c'est lent, plus c'est bon. Ça a été long. Il y avait des réclamations par rapport au temps. Et je remercie infiniment les gens qui ont accepté notre invitation. J'étais ravi de vous avoir à cette Mani. Et ça, je pense, j'espère que ce sera pas la première. Il y a une continuité, une collaboration étroite avec la Fédération des assurances et réassurances. Je vais terminer cette journée en disant un dicton d'un architecte penseur écrivain autrichien. Le nom est compliqué. Il dit qu'un homme rêve, ça reste un rêve. Quand plusieurs hommes rêvent, ça devient une réalité. Espérons qu'on va tous rêver ensemble. Merci. Ah,
je les commande. La classification du site en termes de c'est magnifique. احنا شي حماني